Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Cette semaine, Il était une fois un livre a le plaisir de recevoir Jean-Louis Le Zacmeur pour parler autour de son livre Bon baiser de Néron, édité chez Édilivre. Donc, bonjour Jean-Louis Le Zacmeur. Bonjour. Donc hier, on a commencé un petit peu à parler de Néron, un empereur un petit peu psychopathe, comme vous dites, comme vous le présentez. Il est devenu psychopathe, oui. Ah oui, parce qu'il l'a pas toujours été. On peut penser c'est un glissement progressif. Parce qu'il a quand même eu un précepteur digne de ce nom, quand même. Oui, tout à fait. Il a fait son boulot. Voilà. Mais ça fait partie des discussions qu'ils ont, parce que son précepteur Sénèque est un petit peu déçu du résultat. Donc il lui dit à un moment, mais comment on a pu en arriver là ? Et après, c'est deux visions de la vie qui s'affrontent. Il y a Sénèque, c'est un stoïcien, c'est-à-dire qu'en fait, il s'entraîne à supporter les épreuves et la souffrance, à rester, comme on dirait, zen en toutes circonstances. En face de lui, il a un empereur qui est plutôt épicurien, donc recherche du plaisir. Alors au départ, un épicurien, c'est quelqu'un qui cherche du plaisir raffiné quand même, et il devient hédoniste. Alors hédoniste, hédoné en grec, ça veut dire le plaisir. Anédoniste, c'est je m'en donne entièrement au plaisir. Donc d'un côté, on a l'ancien maître qui essaie de maîtriser, d'apprendre à mourir avec sérénité, et de l'autre côté, on a celui qui vit au jour le jour et qui n'a une vie réglée que par le plaisir. Donc c'est aussi l'affrontement de deux personnages et aussi de deux principes de vie. oui, c'est deux philosophies Tout à fait. Parallèles, quoi. Enfin, elles n'ont rien en commun, finalement. Alors, peut-être que Néron aurait pu choisir de devenir stoïcien. Et là, je pense que ça a été le cas de certains empereurs par la suite. Donc, je pense que le résultat aurait été bien différent. Mais lui, il est plutôt sur le plaisir et le pouvoir. Alors, à l'époque où vous écrivez votre pièce de théâtre, parce que c'est quand même un livre qui est une pièce de théâtre, donc très accessible, avec une écriture, c'est vraiment un livre qui se lit d'une traite, je dirais, parce qu'on a quand même on a envie de savoir jusqu'où il va aller et ce qu'il va faire. Donc, qui retrace une période très précise de la vie de Néron, cette époque où il y a eu un complot monté par Pison, comme vous expliquiez hier. Et donc, à ce moment-là, il était marié à Poppée. Alors, dans la pièce, j'ai un petit peu contourné l'obstacle. Officiellement, c'est son épouse, parce qu'il s'est arrangé pour liquider l'épouse précédente, Octavie. Il l'a fait assassiner. C'était plus simple pour pouvoir épouser Poppée. Parce que, le divorce n'existait pas ? Le divorce existait, mais c'était un peu compliqué d'avoir une épouse impériale. Une ancienne épouse, c'est pas la cour de Chine avec des concubines, ça marchait pas comme ça. Donc, il fallait avoir une épouse officielle. Et comme il était très amoureux de Poppée, il s'est arrangé pour éliminer l'épouse d'avant qui s'appelait Octavie. Donc il fait c'est assez habituel chez lui, à table rase de tous les gens qu'il gêne. Donc dans sa famille, il ne reste pratiquement plus personne. Il n'a pas raté sa mère, Agrippine. Et puis avec Poppée, il a l'espoir de fonder une nouvelle dynastie. En fait, c'est aussi l'idée, de séparer des Césars, de devenir Néron Ier, de devenir Néron et tous les petits Nérons qui viendront après s'occuperont de l'Empire romain. Donc c'est avec des idées de grandeur et de puissance extraordinaires. C'est de donner naissance à une lignée de Néron. Voilà, quoi. C'est l'idée. Une nouvelle dynastie. Voilà, comme il y a eu les Césars, avant. Même voilà. C'est un titre, César. Alors, César, c'est effectivement un titre. Tous les empereurs s'appelleront César par la suite, Caesar. Et donc, oui, il va prendre cette tradition de César, même si c'est un empereur d'une autre dynastie, comme Vespasien, par exemple, ou Titus, ou Commode. Et ce sera le titre César, en fait, qui va hériter de la famille. Mais ils ne seront pas de la dynastie César. Néron est le dernier
D'accord. des Césars. Et donc lui, son but, c'est de donner naissance carrément à une nouvelle dynastie. À une nouvelle dynastie. Ouais. Avec Popée comme épouse impériale. Alors, vous, comme vous avez quand même très justement dit qu'il était très amoureux de cette femme, mais enfin, il a quand même des façons de montrer son amour qui sont un peu très personnelles. Oui, alors c'est ce que j'ai expliqué dans le livre. J'ai décrit les personnages au début. Ensuite, on a le dialogue théâtral. Et puis, à la fin, je raconte ce qu'ils sont devenus. Et entre les bons sentiments de Néron et puis la réalité, quelques mois plus tard, Popée était enceinte et d'un coup de colère, il lui a donné un coup de pied dans le bas-ventre. Et ça a provoqué une fausse couche et la mort de Popée. Donc voilà, ça finit pas bien du tout. Donc vaut mieux qu'il soit pas très amoureux de sa femme finalement. Voilà, ce que je voulais, à travers les personnages et surtout en dehors du dialogue, en fait, de raconter ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, c'est que pour moi c'est une période qui est relativement horrible quand même, parce que si on regarde bien même les personnages secondaires, il leur arrive des histoires pas très agréables. Donc c'est le pouvoir qui écrase systématiquement, et puis on a beau être proche de Néron, c'est quand même dangereux, et puis quand Néron disparaît, eh bien on n'a plus d'appui, donc on est en danger aussi. Donc les gens qui sont proches de lui, comme Tigelin et Épaphrodite, ne vont pas forcément bien finir non plus. En fait, les gagnants d'hier deviennent à un moment donné forcément les perdants du futur, quoi. Oui. Alors là, il y a un personnage assez extraordinaire dans ce qui s'appelle Épaphrodite. Épaphrodite, c'est donc, j'en ai parlé hier, c'est l'affranchi de Néron. C'est lui qui va lui dire qu'il y a un complot contre lui, qu'on veut l'assassiner dans les couloirs du Colisée. Et donc, 4 ans plus tard, quand Néron va lui-même être obligé de se suicider, c'est Épaphrodite qui va l'aider à se trancher la gorge avec une épée. Mais Épaphrodite ne va pas disparaître du tout, il va rester le secrétaire de différents... Il va rester le secrétaire de différents empereurs pendant pratiquement 30 ans. Donc c'est un des rares, je dirais, qui va réussir à traverser un petit peu les pouvoirs qui vont suivre, quoi. Parce que d'habitude, dès qu'il y a un empereur qui est déchu, je veux dire, tous les fidèles y passent, quoi. Souvent, c'est le cas. Donc, si on revient à Épaphrodite, il l'aide à suicider. Il est oublié par les empereurs par la suite. Il est rappelé par Vespasien en 71, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Néron. Et il va le servir pendant 24 ans Titus Domitien, toujours comme affranchi, comme secrétaire. Mais Domitien, le dernier empereur, a peur de lui parce que comme il a aidé Néron à suicider, il se dit j'aimerais bien que ça ne m'arrive pas à moi, donc il le fait exécuter. Mais ce que l'empereur Domitien ne sait pas, c'est que l'affranchi Épaphrodite, même qui est devenu très âgé, il a des copains, et il y a 2 affranchis qui vont tuer l'empereur Domitien. Donc on est sur... voilà. C'est des chaises musicales qui finissent dans le sang, en fait. Hein. Ouais, systématiquement. Et ce personnage, il a quand même réussi à survivre pratiquement 30 ans à Néron. Et c'est un des rares d'ailleurs. Oui, c'est un des rares, ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, il n'a pas été affranchi pour rien, quoi. Non. Et donc, après Popée, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que c'est là qu'on voit que Néron n'a pas de limite, ou alors les mœurs de l'époque étaient telles que ça ne choquait personne. C'est qu'après Popée, il se marie avec des hommes, quoi. Oui, alors... Ça lui pose... ça pose pas de problème à la population Non, alors il faut savoir que c'est lui le roi de la mode. Hein. Donc c'est lui qui va donner la tendance. La tendance, bon, sans doute un peu décadente, mais pour l'époque, si l'empereur dit qu'on peut vivre comme ça pose pas de problème. Donc effectivement, il va épouser un affranchi qui s'appelle Pythagoras, mais qui lui servira de mari. Et ensuite... il épouse un autre jeune homme, Sporus, qui l'aura fait castrer au préalable pour en faire sa femme. Donc c'est là que je pense qu'on peut être assez ouvert au niveau des mentalités, mais je pense quand même que Néron a dérapé. Pour pas dire autre chose, oui, là il a un peu dérapé quand même. Là, le psychopathe est en œuvre. Et je crois surtout il y a plus personne
je ne dirais pas pour le remettre dans le droit chemin, mais pour le conseiller activement, vu qu'il a éliminé tous ceux qui pouvaient le conseiller et tous les autres ont peur de mourir. Donc tout le moindre caprice, il est exaucé, il n'a qu'à demander pour obtenir, donc il n'est jamais contrarié en fait. Et donc, comme vous disiez, c'est lui qui crée la mode, quoi. C'est lui qui crée la mode, tout à fait. Voilà, la tendance. Alors, on a parlé un petit peu de Sénèque. C'est vrai que c'est un personnage quand même qui est connu. C'est un homme de lettres, même s'il a peut-être laissé moins d'écrits que d'autres de l'Antiquité, que d'autres auteurs de l'Antiquité peut-être plus connus. Alors, il y a des auteurs dans l'Antiquité incontournables. Il y a les historiens, comme Tite-Live qui raconte l'histoire de Néron, par exemple. Ou, on a évidemment l'œuvre de Cicéron, qui est extraordinaire, mais l'œuvre de Sénèque est très conséquente et elle est extrêmement variée. Donc, il y a des poésies, il y a des pièces de théâtre, des tragédies. Je parle de Médée notamment dans le texte, parce que je trouve que le texte il est remarquable, donc je voulais citer cette pièce-là. Il a écrit des dialogues philosophiques, il a écrit des traités philosophiques aussi, des traités sur l'éloquence, l'art de bien parler. Il a eu aussi des écrits scientifiques parce qu'il s'intéressait à beaucoup de choses. Donc oui, c'est un personnage extraordinaire. Et il a fait une petite erreur, il a écrit un petit texte après la mort de Claude, l'empereur Claude, pour se moquer de lui, qui s'appelle la colococintose, et ça veut dire la transformation en citrouille. Donc il imagine que l'empereur Claude, après sa mort, normalement, depuis Auguste, chaque empereur romain devient un dieu, donc il rentre parmi les dieux. Donc, il va avoir des temples dans tout l'Empire romain, hein. Mais pour se moquer de Claude, Sénèque il imagine qu'il se transforme au milieu des autres dieux en citrouille. Et ça, Néron n'a pas du tout apprécié la blague, hein, parce que c'est quand même le père dont il a hérité le trône, père adoptif. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il reproche à Sénèque. D'accord, donc l'élève a dépassé un petit peu le maître dans son pouvoir, en fait. Parce que là, il a carrément c'est quand même Sénèque qui a assuré l'éducation de Néron. Oui, qu'il a accompagné dans ses premiers pas comme empereur, parce qu'il est un empereur très très jeune. C'est plutôt Agrippine qui servait de régente, en fait, d'intermédiaire, jusqu'à ce que Néron arrive à se débarrasser de sa mère, à prendre les pleins pouvoirs. Mais pendant ce temps-là, c'est encore Sénèque qui l'accompagne. Il faut comprendre que Sénèque, c'est effectivement un écrivain, mais c'est pas un écrivain qui vit dans une petite cabane et qui cherche l'inspiration poétique dans la campagne. Sénèque, c'est aussi un homme d'affaires extrêmement riche. Il a une fortune supérieure à celle de l'empereur. Donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles Néron a envie de le voir mourir. Oui, l'empereur peut réquisitionner la fortune aussi de Sénèque. Et du coup, de prendre le pouvoir sur l'élève prend le pouvoir sur le. C'est une manière de prendre le pouvoir sur le maître. C'est certainement une partie de l'idée. Et puis j'ai expliqué aussi qu'il y en avait un qui était adepte du plaisir et l'autre qui était pour plutôt apprendre à supporter la douleur. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes visions de la vie. Et puis on peut imaginer que Néron est jeune et je crois qu'il n'a plus de frein. Et dernier frein, c'est peut-être Sénèque, en fait, pour quelqu'un qui serait capable de le diriger et de l'arrêter un peu dans sa folie grandissante. Et donc, il s'en débarrasse, quoi. Et donc, il s'en débarrasse. Voilà. Mais c'est... il s'en débarrasse... il aurait pu le faire brutalement, il aurait pu envoyer un tueur, il aurait pu... Cicéron, Antoine a fait couper sa tête et ses mains pour les mettre sur le forum parce qu'il avait écrit quelque chose contre lui. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus brutal. Moi, je pense qu'il voulait lui donner, alors c'est un peu compliqué à comprendre, parce que c'est quoi la grâce du suicide, mais lui donner le temps de réunir ses amis, parce que ça se faisait en public, et de choisir sa manière de mourir. Et puis derrière, on a le philosophe grec Socrate qui a aussi choisi de boire du poison, la ciguë,
Et il avait invité tous ses disciples, et on a la description de sa mort progressive, du poison qui avance. Eh bien, c'est un peu plus cruel pour Sénèque, parce qu'il va essayer différentes choses, et il ne va pas se réussir tout de suite. Enfin, réussir sa mort, je ne sais pas si c'est une réussite, mais il ne va pas réussir à mourir tout de suite. Mais oui, c'est un travail à distance de l'empereur. Mais là, on peut être sûr quand même que dès l'instant où il n'y a plus Sénèque, il n'y aura, Il n'y a plus de frein, à ma connaissance, pas beaucoup de freins pour son pouvoir, son ambition, et on peut dire un peu son délire. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer d'explorer un petit peu cette période violente mais passionnante. Et on laisse place à un peu de lecture et je vous dis à demain. Demain. Jean-Louis Lauzac meurt, bon baiser de Néron. Bonjour César. Ah, te voilà Sénèque. Tu as fait bon voyage depuis ta retraite joyeuse et érudite ? Oui, j'ai fort bien voyagé dans une litière discrète, comme tu l'avais souhaité. Oui, je t'ai extrait de la gangue de tes pensées pour rejoindre du monde des idées le monde des vivants. Je sais que tu regrettes parfois la vie frénétique que l'on mène à Rome, où tes talents t'ont donné un parcours glorieux dont tous se souviennent. J'espère que l'isolement que tu as souvent souhaité se révèle à l'usage fructueux pour tes travaux d'écriture. Je vois avec plaisir que tu suis activement ma retraite à la campagne. Nous nous connaissons si bien que rien de ce que tu écris ne peut m'échapper. Il y a toujours chez moi cette admiration pour mon ancien maître. Je n'ai rien oublié de tes leçons. Elles me guident souvent et je les garde à l'esprit. Je ne suis pas sûre qu'elles remplissent vraiment ton esprit. Tu n'es plus mon disciple en philosophie depuis longtemps, mais tu es entré dans le champ redoutable du pouvoir et de l'action, le moteur de l'univers. Si mes leçons ont pu t'être utiles, je perçois le soupçon d'ironie qui te caractérise, Sénèque. Mais laissons pour l'instant cela de côté. C'est le charme d'un esprit subtil. Je ne veux pas gâcher ton temps comme le mien, qui sont tous les deux fort précieux. Tu as atteint un âge vénérable, à travers les monts et les vaux de la gloire et du délaissement, entre tempêtes violentes et mers lisses comme l'huile. Tu as connu diverses fortunes, un fils aimant que tu as cultivé avec affection, des textes dont on s'arrache les copies, des tragédies qui ont ému les spectateurs. Tu as eu des amis qui ont alimenté ta réflexion sur les voies de la philosophie, sur les joies et les souffrances de l'existence. Tu as exploré les sources de sagesse dont il faut remplir son âme pour avancer dans la vie. Je vois en effet que tu es un lecteur assidu de mes tentatives d'écriture. Tu as passé l'âge de la modestie, Sénèque. Voilà un propos bien ambigu. Je risque de manquer de modestie et de paraître bien prétentieux si j'acquiesce. Et en même temps, je pourrais, dans l'autre sens, donner l'impression que j'ai accepté d'entrer dans l'état sénile qui est loin d'être le mien. Mais oui, regarde-toi, Sénèque. Tu as l'air en pleine forme, au sommet de ton art. Non seulement tu prônes la frugalité, mais, et c'est rare, tu la pratiques assidûment. Je suis sûre que tu es resté le bon nageur que tu as toujours été. Loin de moi de voir en toi un vieillard sénile, et pas plus de te croire vaniteux. Non, je voulais simplement te signifier que tu avais bien vécu, que tu avais traversé la carrière des honneurs avec brio, que tu avais accouché d'une œuvre littéraire remarquée tant dans le temps que dans son contenu. Et ton retrait du monde romain s'est révélé dans ce domaine très prolifique. Ta Médée est remarquable et m'a ému au plus haut point. Un tel modèle de femme m'en a rappelé d'autres. Et la réalité peut rejoindre la fiction quand je pense à certaines figures familiales que tu as connues. L'écriture, tu as raison,
prend naissance dans la vie des hommes et dans les mythes. Mais n'oublions pas la part de fiction qui anime le théâtre. La tragédie offre bien des artifices pour soutirer des larmes aux spectateurs. Ces artifices, tu les connais bien, Sénèque. Ta pièce m'a fait pleurer. Il y a des espions autour de moi. Elle n'a pas encore été jouée en public. Rien n'est impossible au prince. Tu devrais le savoir, Sénèque. Une copie habilement détournée, quelques acteurs pour une lecture privée, et la saveur de la découverte. Ce plaisir, cette transformation d'une femme et mère aimante en sorcière qui incarne l'âme de la vengeance, dévorée par les flammes de l'amour et de la trahison, dans cet emportement divin et destructeur, tu as su me saisir par cette folie dévastatrice de Médée. Merci pour cette critique pénétrante et fine de la force de la folie humaine que j'ai essayé de représenter dans cette pièce. Mais à quoi je pense ? Assieds-toi, je t'en prie. Comme je t'envie, mon ancien maître, pour ce talent à vivifier l'image de cette femme sans autre frein que sa volonté farouche et sauvage. Je m'essaie parfois à des écrits plus poétiques. Tu as toujours été attaché à la poésie ? Ce n'est pas vraiment ce que pense mon entourage. Autour de moi, c'est plus le boucher que le poète qui marque les esprits. Empereur et poète. Pouah ! Et pourtant, je crois que j'aurais du goût, sinon du talent pour écrire des poèmes. L'étroitesse de la vie exige des choix. Le poids de l'empire dans la balance, impossible ou difficile. C'est la voix du sang qui retentit, parce que je ne veux rien dire qui soit ennuyeux, surtout à toi qui sais si bien peser tes mots. Tu connais toute cette cuisine du pouvoir qui appelle des éléments épicés pour relever le goût de l'empire, au milieu des empoisonnements à éviter ou de ces disparitions que j'estime nécessaires pour que la lumière règne autour de moi, pour échapper à tous ces meurtriers tapis dans l'ombre qui guettent le moment propice pour me ravir mes titres, mon héritage et mon existence. Partout, sans cesse. Régner, c'est un art de survivre aux dépens de ces marionnettes de l'ombre qui méprisent le prince et rêvent de le remplacer, qui l'envient autant qu'ils le haïssent. Les pauvres, s'ils savaient les angoisses de l'insomnie. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.